commencer pour ne pas prendre de retard, car nous avons trois interventions très intéressantes. Donc ce serait dommage de devoir les interrompre avant la fin de leur intervention ou qu'on ait moins de temps pour échanger. Donc le concept des mini-conférences, c'est entre la conférence plénière et entre les ateliers de cet après-midi, où là on est vraiment dans le partage d'expériences, les ateliers où il y a dans chaque atelier, il y a 2 expériences introductives d'établissement, et après on est vraiment sur 1 heure d'échange, etc. Là, on teste avec ces 33e journées nationales, une autre forme, parce qu'on a eu des retours, des bilans, etc. On essaye, dans la mesure du possible, d'améliorer à chaque fois le format de nos journées. Et il y avait des demandes pour avoir justement aussi des temps entre la conférence et l'atelier, quelque chose qui vous permette de vous centrer sur une thématique et avoir à la fois de l'apport théorique, mais aussi des applications pratiques, des outils, et puis du coup un petit peu moins d'échanges, mais voilà, avoir un peu un focus sur une thématique particulière. Donc là, on est dans la mini-conférence sur la question du vieillissement des personnes en situation de handicap. Donc vaste question, on va pas pouvoir la traiter en 2 heures, toutes les questions de santé publique aujourd'hui que posent toutes les conséquences de ce phénomène d'allongement de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap, donc qui est une très bonne chose, hein, qui a évolué dans le bon sens comme pour tout un chacun. Donc voilà, on a choisi 3 axes d'entrée pour aujourd'hui aborder cette question. Donc il y aura une première intervention du docteur Ibanez qui est sur ma droite, qui est un médecin spécialiste qui intervient dans les masses et les femmes, et qui a écrit un guide pratique pour justement repérer les signes préoccupants de santé et savoir comment justement intervenir, aller chercher les ressources, avoir des outils d'évaluation. Comme on vous l'a dit ce matin en plénière, il y a notamment son livre, parmi plein d'autres, à la librairie. Et il y aura une dédicace à 17h30 pour ceux qui seront intéressés. Donc voilà, donc il y aura le docteur Ibanez. Excusez-moi, je fais une petite promo, hein, vous inquiétez pas. Et puis, deuxième axe d'analyse avec ma collègue Muriel Delporte, qui est à la fois chercheur, sociologue à l'Université de Lille et à la fois conseillère technique au CREA Hauts-de-France. Alors, elle va nous faire 2 interventions sur 2 sujets. Donc là, on l'a bien exploité, là. Donc on a 3 interventions, dont 2 Muriel, merci. Donc une première, on va s'interroger à partir de 2 recherches qu'elle a conduites sur finalement les modes d'adaptation, les modes d'accueil, d'accompagnement qui aujourd'hui existent, et quels enseignements on peut en tirer quand il y a un projet qui s'adresse spécifiquement aux personnes en situation de handicap vieillissante. Donc ça, ça va être sa première intervention. Et la deuxième va être sur un outil très concret, très particulier, très spécifique, qui vient d'Écosse, qui s'appelle le journal de Jenny. Et là, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment très particulier, un phénomène émergent, mais qui commence aussi à préoccuper les institutions, qui est une survenue de la maladie d'Alzheimer, enfin d'une démence et d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée, qui, on fait le lien aujourd'hui, sont plus fréquentes chez les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, en particulier celles qui ont le syndrome de Down, ce qu'on appelle la trisomie 21 de façon plus générale. Donc voilà, c'est un phénomène émergent, mais qui commence à être préoccupant, et comment on gère cela dans les institutions. Et donc avec cet outil, on va apprendre un certain nombre de choses, comment communiquer, comment identifier, comment aménager. Voilà, donc tout de suite, je laisse la parole au docteur Ibanez pour la première intervention, donc vraiment sur la question du repérage des problèmes somatiques. Bonjour, je m'appelle Alain Ibanez, donc je suis médecin généraliste de formation, et je me suis consacré pendant plus de 10 ans aux soins aux personnes gravement handicapées mentales en masse et en femmes. Voilà, je remercie les organisateurs de cette manifestation, le CREAI PACA Corse et l'AncréaI. Vraiment, c'est très 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 bien organisé, c'est très agréable. On vous a remis un petit quiz en introduction de ma présentation. C'est histoire que vous puissiez suivre, parce qu'après, comme j'ai très peu de temps,
finalement, pour traiter ce sujet qui est quand même très vaste, que vous soyez pas débordés par mes propos et que vous puissiez suivre. C'est pas une interrogation écrite, hein. Donc voilà. Donc effectivement, vous trouverez à la librairie là-bas mon bouquin qui s'est voulu. Surtout, j'insiste sur un point, c'est que c'est un livre de vulgarisation. C'est-à-dire, je me suis vraiment forcé à l'écrire en langage grand public, que ça soit accessible aussi pour les parents. Ça peut être intéressant pour les parents, les familles des personnes gravement handicapées mentales, mais bien évidemment, c'est un outil c'est un guide pratique, hein. Voilà. Alors, quand on parle, moi je tiens quand même à préciser le cadre dans lequel j'interviens vis-à-vis de ce vieillissement. Le handicap mental et psychique sévère. Donc c'est vraiment la définition de ce qui permet d'obtenir l'agrément en masse, hein, c'est-à-dire des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. C'est la définition de l'orientation masse-femme de la MDPH. Bon, j'ai mis le petit descriptif, mais le plus important, c'est la dernière phrase, c'est que le plus souvent, il s'agit de personnes qui n'ont pas de communication verbale, ou très peu, ou une communication délirante, et qui ne se laissent pas examiner assez régulièrement. Ce n'est pas toujours le cas, et on va voir qu'il y a quelques outils pour ça. Et donc c'est ça qui est le plus important, et c'est très ennuyeux dans le contexte du vieillissement, puisque pour un médecin, le premier élément clinique, c'est la plainte. Et quand il n'y a pas de plainte, ou que cette plainte se traduit par un comportement défi, comme on vient de le voir dans la conférence très intéressante, c'est très compliqué. Donc il faut savoir que dans mon expérience, le vieillissement, ça concerne 50% des résidents en masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% des résidents en masse, plus ou moins, parfois c'est 40, parfois c'est 60, ont plus de 50 ans. Alors pourquoi je prends cette barre de 50 ans et pas de 60 ans comme c'est reconnu pour la sécurité sociale? C'est parce que du fait de leur pathologie initiale, ils ont souvent un passé médical très lourd et on peut vraiment considérer que le vieillissement commence à partir de 50 ans. Donc effectivement, comme ça a été dit, leur espérance de vie est multipliée par 2. Alors ce chiffre, c'est surtout pour les patients psychiatriques et ça inclut les suicides, donc faut le relativiser. Mais il faut savoir qu'au sein de cette espérance de vie, il y a un risque cardiovasculaire qui est multiplié par 6 par rapport à la population générale, le plus souvent à cause de facteurs de risque, de tabagisme, d'obésité, les traitements neuroleptiques, etc. Et puis pour ce qui est des cancers, parce que finalement, quand on parle de vieillissement, on va surtout tomber devant ces problématiques de risque cardiovasculaire et aussi de cancer. Le problème, c'est le retard du diagnostic et les limites des traitements, hein, parce qu'on ne peut pas s'amuser à faire 6 cures de chimiothérapie, etc. Voilà. Alors le vieillissement, il implique toutes les sphères, tout le corps entier. Donc on le verra dans les petits cas cliniques que je vous propose ensuite. Il faut vraiment mettre en avant, et j'ai été heureux de l'entendre juste avant de la part d'un psychiatre, les effets indésirables tardifs des psychotropes, les neuroleptiques en particulier. On s'imagine toujours que les effets secondaires, on va les avoir tout de suite. Ben non, des fois c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, surtout lorsqu'on a affaire à ces patients qui ont eu des comportements défis, pour lesquels ont été instaurés des traitements neuroleptiques qui n'ont pas été arrêtés ou réduits après, et où on se retrouve avec 4 neuroleptiques à 50 ans, dont certains qui sont des neuroleptiques d'effet majeur. Vous allez voir, les complications peuvent être redoutables, y compris des années après. Et puis l'intérêt, j'insisterai sur l'intérêt des examens non invasifs pour le dépistage des cancers. Moi, mon propos, ça a été, quand je suis arrivé en masse, de faire bénéficier pour les résidents de ce dont on bénéficie tous avec la sécurité sociale, hein, de ces bilans, comme on va en parler, de l'hémoculte, des choses comme ça, très simples. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément nécessaire de faire une mammographie, par exemple, pour dépister un cancer du sein. Une mammographie qui, pour les femmes, vous le savez, pas un examen très agréable, hein. Se faire compresser les seins entre 2 plaques. Alors, vis-à-vis d'une patiente qui a un problème de déficience intellectuelle et qui ne comprend pas ce qu'on lui fait, c'est encore plus compliqué. L'échographie est suffisante. L'échographie permet de faire des diagnostics. Il y a beaucoup de marqueurs sanguins qui se développent. Bientôt, on n'aura même plus besoin de faire un scanner ou une IRM pour diagnostiquer un cancer. Ça sera un examen biologique qui permettra de savoir avec les marqueurs. Alors, aussi bien pour les cancers digestifs que les cancers gynéco, que les cancers qu'on dit du sang. Et puis, il y a le fameux hémoculte,
pour le côlon. Alors, je me souviens avoir fait faire ça par mes infirmières en masse. Elles n'étaient pas très contentes. Il fallait récupérer les selles. Voilà. Bon, alors, il y a eu une époque où il fallait faire 2 fois d'affilée. Donc, ça, c'était compliqué. Aujourd'hui, il suffit d'une selle. Avec un hémoculte 2, on trempe l'hémoculte dans la selle et on l'envoie au centre de dépistage qui va donc regarder s'il y a du sang dans les selles, tout simplement, ce qui est le premier signe de cancer du côlon. Mais le plus important, vraiment, c'est qu'il ne faut pas attendre que la personne soit très avancée dans son vieillissement. La médecine du vieillissement, elle est avant tout préventive. C'est une médecine préventive. Et le mot-clé de toute mon intervention, si vous retenez que ça, c'est anticiper, avec cette fameuse phrase qui est bien connue, « Mieux vaut prévenir que guérir ». Ben oui, et surtout chez nos résidents qui ont des déficiences intellectuelles ou des handicaps mentaux très sévères. Donc, d'où l'importance du recueil régulier des informations. Bon, je les ai listées là, mais il faut les adapter à chaque résident et à son histoire passée médicale et aussi à son présent. La consultation annuelle de prévention, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Donc, dans mon bouquin, j'ai même mis les fiches que j'utilisais, que j'ai affinées au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'il est nécessaire chaque année de faire un bilan complet, une consultation, alors on va en parler dans 2 secondes, qui va permettre de cibler le suivi, justement, de savoir ce qu'il faut surveiller chez ce résident, d'identifier les facteurs de risque cardiovasculaire et de cancer. L'évaluation cognitive, donc Muriel va vous en parler, va vous parler du vieillissement cérébral. Il faut savoir, donc tout simplement, que chez ces personnes qui sont épileptiques, qui sont sous traitement neuroleptique, il y a un vieillissement cérébral qui est accéléré. C'était déjà connu chez les personnes qui avaient une trisomie 21, indépendamment de tout traitement. Ça veut dire qu'elles ont un cerveau qui est plus fragile que les autres. On sait aujourd'hui comment d'ailleurs ça se passe pour ce qui est des neuroleptiques, qui augmentent la destruction des neurones par la formation de ce qu'on appelle des radicaux libres. Donc, si vous voulez, l'horloge interne du neurone est accélérée en quelque sorte. Donc, il est possible aujourd'hui, très simplement, et pour un médecin généraliste, mais aussi pour un accompagnant, à la limite, de faire des tests d'évaluation cognitive sans passer par des trucs sophistiqués. J'en dirai 2 mots. La protection, vous voyez, ça c'est de la prévention ergothérapeutique. Les casques chez les épileptiques, les protections articulaires, la prévention des chutes et des escarres. Il faut vraiment savoir utiliser les kinés pour ce qui est de la rééducation à la prévention des chutes avec les parcours, vous savez, d'obstacles. La prévention des fausses routes, qui est notre hantise à tous. Et puis le dernier point, qui est la promotion à la santé. Alors ça, c'est un petit peu plus délicat à mettre en place en masse et en femmes, mais en gros, ça revient à une éducation à la santé. On l'a vu tout à l'heure sur ce qui est la sexualité. C'est ce dont parlait le psychiatre. C'est-à-dire, je proposais aux infirmiers d'organiser des groupes de parole des résidents, y compris des résidents qui ne parlent pas. Figurez-vous qu'ils participent très bien à ça, à leur expliquer ce que c'est que le tube digestif, ce que c'est que le poumon, etc. C'est ce qu'on appelle la promotion à la santé. Je vais un petit peu vite parce qu'on ait le temps de discuter un peu. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est très important, c'est que la communication peut être améliorée quel que soit l'âge du résident. On peut toujours améliorer la communication, et le but d'améliorer la communication, c'est de pouvoir lui donner encore plus de chances d'exprimer un désagrément lié au vieillissement. Celle du résident, qui est non-verbale, elle peut être améliorée, y compris après 50 ans. Ce qu'il faut utiliser là, c'est ce que tous les accompagnants, moi que j'appelle les héros du quotidien, savent très bien utiliser, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence conative, ou l'intelligence sensible. C'est ce qui a rendu, c'est moi ce qui m'a rendu amoureux de ce métier. C'est que vraiment, en tant que médecin généraliste, j'ai appris, chose que je n'avais pas le temps de faire au cabinet, j'ai appris à prendre le temps d'être en contact émotionnellement avec un résident, de ressentir, de l'observer et de communiquer avec lui à travers cette communication de cœur à cœur, voire d'inconscient à inconscient. La communication, le psychiatre tout à l'heure en a parlé, entre le résident, les proches parents et l'équipe, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle la triangulation que j'ai représentée ici. C'est une triangulation positive qui va conditionner une alliance thérapeutique.
lorsqu'on s'entend bien avec les parents, surtout qu'on est transparent avec eux, qu'on ne cherche pas à cacher des choses, qu'on les considère d'ailleurs comme des référents médicaux. C'est très souvent le cas. Ils connaissent leurs enfants quand ils sont... Et aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent qu'ils soient encore vivants. Hein. Avec des résidents de 50 ans, des parents de 90 ans, c'est pas rare. Hein. Eh bien, c'est les vrais référents médicaux. Ils connaissent leur enfant depuis tout petit. Ils connaissent tous les problèmes médicaux. Et j'ai même appris aux équipes hospitalières à les écouter. Et puis, le point de vue de chaque professionnel. Comme on a affaire à quelqu'un qui ne peut pas se plaindre verbalement, eh bien, c'est l'observation qui va nous aider à orienter tout ce qu'on va faire. Et pour ça, c'est fondamental d'être à l'écoute de tout le personnel, y compris le personnel d'entretien parfois. Et d'où l'importance, moi j'organisais beaucoup de réunions transdisciplinaires, beaucoup de réunions. On croit qu'on perd du temps en réunion, c'est pas vrai. Parce qu'en réunion, on va élaborer tous ensemble, parce que c'est ensemble que ça va marcher. Alors la consultation de prévention, je voulais vous en dire un petit mot un peu spécifique. C'est un truc dont je suis un peu fier parce que j'avais élaboré, j'avais présenté même un papier, une analyse rétrospective au congrès de Jea Saravan. Ce que je faisais, c'est que tous les ans, je prenais le résident 1h30 avec une infirmière ou un infirmier. D'ailleurs, on pouvait choisir en fonction du sexe. Moi, j'avais la chance d'être dans une structure qui était bien équipée. Plus l'accompagnant, ça c'est fondamental. Il ne faut pas mettre les accompagnants à l'écart de ce genre de choses. Et surtout, j'insistais sur la présence des parents, des proches. Alors les parents, ils ne sont pas toujours là. Dans un cas sur deux, ils ne sont pas là. Mais il y a toujours un frère, une sœur. Il y a toujours des gens ou des gens qui se sont occupés de ces personnes avant qu'ils soient en institution. Et pourquoi ? Parce que sur le plan, là je vous parle sur le plan médical, sur le plan humain, vous imaginez pourquoi, mais sur le plan médical, c'est que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir identifier des facteurs de risque familiaux. On sait par exemple qu'il y a beaucoup plus de chances de faire un cancer du côlon s'il y a eu des cancers du côlon dans la famille. Pareil pour les problèmes cardiovasculaires. S'il y a eu des morts subites, des infarctus, des AVC, eh bien, la personne a plus de chances de faire un infarctus, un AVC. Donc c'est très important de savoir ça parce qu'on va pouvoir mieux surveiller. Alors au niveau des cancers aussi, cancer du sein, vous le savez, quand une femme a sa mère ou sa sœur qui a fait un cancer du sein, elle a 2 fois plus de chances de faire un cancer du sein, donc on va surveiller plus attentivement. L'intérêt aussi de cette consultation, c'est que ça permettait de positiver la triangulation, parce que c'est une consultation où on fait pas mal. Et il faut voir que ces personnes ont souvent eu des consultations où on ne leur a même pas adressé la parole, d'ailleurs, où il y a eu, quand ils étaient petits, des vaccins, des piqûres, des choses désagréables, et qu'ils ont une hantise, souvent des consultations. Là, ça rend la consultation conviviale et qui va permettre de co-construire un dossier médical avec une fiche de suivi spécifique pour chaque résident, de valider le fait que les examens de dépistage sont bien faits et, j'insiste là-dessus, d'éventuellement recueillir des directives anticipées. Parce que parfois, ça va très vite. On passe 50 ans et puis 2 ans plus tard, il y a une démence précoce qui s'installe et on se retrouve très vite avec un résident qui ne s'alimente plus et on n'a pas de directive anticipée, on ne sait pas quoi faire. Alors, dans mon bouquin, il y a un lien. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Internet, comme le disait aussi mon confrère, on trouve sur Internet tout un tas de documents prêts à l'usage. Hein. Il y a entre autres un document pour les directives anticipées qui est proposé par carrément le ministère de la Santé. Donc voilà. Alors un examen complet, comme il a dit tout à l'heure, de la racine des cheveux jusqu'aux orteils. Hein. C'est très important parce qu'il faut savoir que il parlait des pieds. Vous savez qu'une fissure, vous savez, une fissure sous une corne d'un pied, la douleur, c'est de l'ordre de 7 à 8 sur 10. C'est énorme, cette douleur-là. C'est la douleur d'une sciatique aiguë, à peu près comme niveau. Hein. Donc voilà. Donc, passer en revue tous les dents, le nez, les oreilles, la gorge, surtout si c'est un fumeur, et un électrocardiogramme. Et puis, et ça c'est un temps essentiel de l'examen, mais c'est quelque chose que moi je faisais en médecine générale de ville, passer en revue les traitements, voir ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut réduire. Et après 50 ans, il faut envisager toutes les possibilités de réduction des psychotropes. D'où l'importance d'ailleurs d'une bonne entente
avec le psychiatre, voire même, moi, je me suis formé à la pharmacologie psychiatrique, à la pharmacologie des psychotropes, pour mieux comprendre et dialoguer avec les psychiatres et d'ailleurs permettre moi-même parfois de réduire des traitements. Il faut savoir qu'avec le temps, passé un certain âge, la maladie psychiatrique s'estompe. Donc on peut réduire des traitements. Voilà. Donc ça, c'est la consultation annuelle. Et on va passer à des situations cliniques. Hein, voilà. Alors, sur les quiz que vous avez, j'ai demandé, la question qui est posée, c'est sur quels éléments on aurait pu anticiper qu'il allait y avoir un problème. Hein, bon, alors on va commencer par le premier. Le vieillissement cérébral accéléré. Muriel va vous en parler largement, donc je ne vais pas y rester trop longtemps. Hein, ça, c'est Jacques, 60 ans. Alors, vous allez voir, les âges sont assez spectaculaires. Hein, les gens, 60, 62 ans. Le record, pour moi, ça a été 72 ans pour un trisomique, ce qui est quand même pas rien. Donc, une psychose depuis l'enfance, une communication verbale limitée, une communication non verbale, c'est un abandonnique, il est collé littéralement au personnel de la masse, avec un traitement neuroleptique, mais extrêmement lourd. C'est quelqu'un qui avait eu des phases de comportement très violents. Et puis tout d'un coup, mais il allait bien, il était stabilisé, il déambulait beaucoup, il était très collé aux accompagnants, il était très collé aux personnes qui faisaient le ménage aussi, donc il les suivait, etc. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il s'est mis à taper. Il s'est mis à taper, 2 fois, il y a eu des descriptions d'incidents avec l'accompagnante, et ça a duré 15 jours, et puis tout d'un coup, c'est redevenu calme, mais il était bizarre. Il se baladait dans l'unité avec son sac à dos sur la tête. Il s'asseyait dans le canapé du salon à l'envers, la tête en bas et les jambes sur le dossier du truc. Bon. Voilà, c'était très clairement une démence précoce. Alors, qu'est-ce qui aurait pu nous orienter? Donc là, la bonne réponse, entre guillemets, hein, il peut en avoir plusieurs, ça aurait été C et D. Bah, déjà, le fait qu'il y ait un traitement neuroleptique lourd. Hein. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir que c'est vraiment un facteur de risque numéro 1 d'une démence précoce et du vieillissement cérébral accéléré. Et puis alors ce signe, qui est très important, qu'on retrouve en ville aussi, hein, avec des personnes âgées, qui est cette crise d'agressivité. Hein, c'est très, très souvent décrit en ville, ben, tout d'un coup, une personne âgée, qui était bien gentille et tout, qui tout d'un coup se met à devenir agressive, à taper. C'est un signe précurseur d'Alzheimer. Bon. On peut faire des tests cognitifs, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce que je faisais systématiquement en consultation, qui m'avait été appris par un collègue neurologue, c'était le test des 5 objets. C'est-à-dire qu'en début de consultation, avec le résident, on décidait de 5 objets qui étaient sur mon bureau, on les planquait. Et alors, je le mets où? Je le mets là. Voilà, la gomme, je la mets sous l'imprimante, etc. Et à la fin de la consultation, je lui redemandais les 5 objets et s'il pouvait me dire où ils étaient. Et ce test de 5 objets fait d'une année à l'autre permet d'avoir presque une évaluation du vieillissement cognitif. Mais, bon, il faut quand même savoir une chose. D'ailleurs, vous savez, maintenant, ils sont plus remboursés, hein, les traitements qui servent à rien, sinon que de donner la diarrhée, d'ailleurs. On savait, les gens qui étaient sous traitement à cause de ça, il n'y a pas de traitement. C'est une évolution qui est inéluctable. Par contre, ce que je veux juste dire, puisque dans le boulot que j'ai fait aussi, j'ai accompagné jusqu'en fin de vie, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une mémoire qui reste jusqu'à la fin, c'est la mémoire affective. La personne ne sait plus à qui elle a affaire, mais elle sait qu'elle a affaire à quelqu'un qu'elle aime, ou qui l'aime. Cette mémoire affective, elle reste, et il faut savoir l'utiliser jusqu'au bout. Les chutes, très important les chutes. C'est quelque chose aussi en ville qu'on va dépister chez les personnes âgées. Donc voilà, Gérard, 62 ans, une déficience intellectuelle d'origine génétique. Alors, ce qui est assez spectaculaire chez lui, c'est qu'il fait 1m91. Vous imaginez? Je me souviens très bien, c'est un mec super gentil. Il n'a aucune communication verbale. Par contre, régulièrement, il s'arrête et puis il fait « Ah !» comme ça. Il fait peur à tout le monde alors qu'il est complètement inoffensif. Donc, je ne vous raconte pas, dans un contexte d'hospitalisation, comment ça se termine. Hein. Donc, avec des chutes répétées au changement de position. C'est-à-dire que le matin, il se levait et boum, il tombait par terre. Parfois dans la journée, en se levant du canapé dans le salon. Avec un traitement psychotrope, alors qu'il a, en l'occurrence, c'était très modéré. C'était des petites doses qui restaient. Bon, pour finir, il s'est retrouvé avec une fracture du col du fémur et une prothèse, donc il a été opéré. Alors, il est opéré, mais il était tellement, tellement particulier qu'il s'est levé au premier jour après l'intervention.
Donc j'ai vu qu'ils avaient triché sur le compte-rendu opératoire. Il y avait un retour à domicile à J7. En fait, c'était J1. Ils avaient changé de chiffre. Et puis, pour finir, aussi une fracture de l'épaule gauche. Alors là, ce qui aurait pu permettre et là, moi, je me suis senti très fautif sur cette histoire. Ce qui aurait pu permettre d'éviter ces fractures, c'était ces chutes répétées au changement de position. C'est ce qu'on appelle de l'hypotension orthostatique. Eh bien, figurez-vous que c'était dû à ces traitements psychotropes pourtant modérés. Quand on les a arrêtés, il n'est plus tombé. Alors, sachant que c'est multifactoriel, il y avait aussi un problème d'insuffisance veineuse des membres inférieurs, et puis la taille qui joue. Alors, il faut juste se souvenir qu'après 50 ans, des fractures multiples, alors en particulier la fracture du poignet, ça doit faire penser à une ostéoporose. Et aujourd'hui, c'est très simple de la dépister et même de chiffrer le risque de faire des fractures avec un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie, qui maintenant est remboursé. C'est comme une radio. C'est pas comme un scanner où on reste une plombe dans un machin qui fait un bruit infernal. C'est vraiment un examen qui est très simple à faire et qui permet de savoir si on a affaire à une ostéopénie, une ostéoporose ou une ostéoporose à risque fracturaire. Et il y a des traitements pour ça. J'anticipe sur un cas suivant. Il y a même des traitements qui se donnent en une administration par an par une perfusion qui dure 15 minutes. Donc c'est quand même très intéressant. Alors sachant que bien sûr le traitement préventif, c'est la vitamine D et le calcium. L'épileptique, voilà des choses qui s'aggravent avec l'âge. Christiane, 56 ans, donc déjà là, beaucoup plus jeune, avec une déficience intellectuelle sur une épilepsie très sévère depuis l'enfance, pharmacorésistante, vous connaissez ça. C'est l'essentiel des épilepsies qu'on a, c'est-à-dire c'est des gens qui continuent de faire des crises et qui en font parfois 8 à 10 par mois. On considère que ça va. Parce que de toute façon, ils ont déjà un traitement antiépileptique maximal. Il faut se méfier des surdosages là aussi. Et on ne pourra pas obtenir une réduction des crises supérieure. Avec une bonne communication verbale, le neurologue chez qui je l'ai amené dit finalement on va supprimer, parce qu'effectivement il y avait un vieil antiépileptique, le Gardénal, qu'on ne donne plus aujourd'hui parce qu'il y a des nouveaux antiépileptiques. Et donc il lui a supprimé en demandant de bien suivre les crises avec une feuille spécifique. Et puis, dans l'évolution, il y a des réveils nocturnes qui sont signalés par le veilleur de nuit, mais qui n'ont pas donné suite à un examen médical. Il n'y a pas eu d'examen médical derrière, ça a été signalé, mais apparemment le médecin n'en a pas tenu compte. Et il y a une somnolence diurne, c'est-à-dire que cette personne qui était très active dans la journée, qui tenait beaucoup à faire toutes les activités qui étaient prévues pour elle, on la retrouve affalée dans le canapé du salon. Conclusion, on la retrouve décédée un matin dans son sommeil. Alors qu'est-ce qui aurait pu éviter ça ? C'était ces réveils nocturnes, qui était signalé par le veilleur de nuit, sans suite au niveau médical. Et ce qui s'est probablement passé, c'est que l'arrêt de ce Gardénal aurait nécessité d'augmenter les autres traitements antiépileptiques et que ça aurait été fait si on avait noté la nuit, si le médecin avait examiné et avait noté la possibilité de crise nocturne. C'était ce qui se passait. Et là, j'insiste sur le travail vraiment très difficile qu'ont les veilleurs de nuit, où très souvent, ils sont un veilleur de nuit pour 2 étages. Ils n'ont souvent pas de formation médicale. C'est exceptionnel quand on peut avoir des aides-soignants comme veilleurs de nuit. C'est très important qu'ils écoutent ce qui se passe. C'est comme ça qu'on détecte d'ailleurs des apnées du sommeil, avec des ronflements, etc. Ou des bruits anormaux. Je me souviens des veilleurs de nuit qui m'avaient dit j'entends le lit trembler. Pour un des résidents, effectivement, c'était un résident qui faisait des crises d'épilepsie la nuit et qu'on a pu soigner. Et surtout, l'importance de s'assurer de la prise en compte par le médecin. Ça, je le dis vraiment en tant que médecin. J'ai fait des erreurs. Parfois, je n'ai pas écouté ce qu'on me disait parce que j'en avais marre, parce que j'avais l'impression qu'on me harcelait de demandes permanentes. Et puis, en fait, derrière... J'ai très vite appris qu'il fallait tenir compte de chaque demande et qu'il fallait examiner la personne, approfondir, quitte à dire non, il n'y a rien. Mais vaut mieux. Donc il faut s'assurer. Donc ça, c'est des outils. Là, c'est vraiment une question d'outils. Vous devez exiger des outils qui vous permettent de savoir s'il y a une plainte, elle a bien été analysée et examinée, et si entre autres il y a eu un examen médical. Donc la somnolence diurne, en fait, c'est le corollaire du sommeil non réparateur. Ça va, je vais pas trop vite là. Je suis obligé, sinon je vais me faire engueuler.
Ou alors je vais dépasser. Bon. Alors, les fausses routes asphyxiantes. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Voilà, Chantal, 64 ans, hein. Psychose paranoïaque. Et je vous jure, alors à chaque fois que c'est que des cas réels, hein. Donc à chaque fois, je les vois, moi, je les revois. Parce que je suis à la retraite maintenant et je peux vous dire, il me manque. Traitement neuroleptique lourd, nécessaire, hein, avec une bonne communication verbale, mais alors très irritable. Ah non, 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 non. Elle ne veut rien savoir. Elle est tout le temps dans le non, 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 non. Bon. Avec un tabagisme plutôt important, de l'ordre de 10 clopes par jour, avec une insuffisance respiratoire, édentée, elle refuse de porter son appareil, elle ne veut rien savoir. Bon. Et au cours d'un repas, elle fait une fausse route asphyxiante avec un morceau de pain, le dos tourné aux accompagnants. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'accompagnant dit « Mais Chantal, elle était de dos comme ça, elle ne se retourne pas, l'accompagnant vient, il la regarde, elle est toute bleue, et boum, elle tombe, arrêt cardiaque, mort. » Excuse, hein, c'est pas cool, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui aurait pu faire anticiper? Ben, c'est tout, en réalité. Hein. Le fait qu'elle ait un traitement neuroleptique lourd, ça réduit les capacités respiratoires à expulser un corps étranger. Le fait qu'elle soit irritable, le fait qu'elle ait un tabagisme important avec une insuffisance respiratoire, ça veut dire que ses bronches, c'est l'autoroute du Sud. Hein. Il n'y a plus que les lignes blanches à mettre. Hein. Édenté. Et puis, ce morceau de pain, cette panière qui traînait sur une table. Bon, voilà. C'est vrai qu'un accompagnant, 2 accompagnants avec 6 résidents, dont 3 qui vont pas bien, il faut donner les traitements, c'est pas facile, quoi. Les repas à sécuriser, c'est pas évident. Mais voilà, c'est une erreur à chaque fois peut être fatale et une panière qui traîne avec des morceaux de pain. Donc là, tous les facteurs sont réunis pour faire des fausses routes. La prévention, c'est quoi? Eh bien, c'est une consultation orthophonique, voire même accompagnée de l'ergothérapeute, qui vont faire ce qu'on appelle un repas thérapeutique, c'est-à-dire ils vont venir, ils vont observer la résidente ou le résident pendant qu'il mange, et ils vont adapter donc derrière à la fois la texture de l'alimentation, mais aussi la position du corps. Hein, parfois, vous savez, on fait découper un truc pour pas que la personne se lève en ayant la bouche pleine. L'adaptation, il faut avoir bien les pieds au sol pour pouvoir bien déglutir, etc. Et donc, mettre en place une surveillance lors des repas qui va permettre d'éviter ce genre de gag fatal. Alors, encore une situation, laquelle vous choisissez? C'est dur, là. Bon. Dur. Eh ben, celle-là. Celle-là, parce que ça, c'est aussi... Tout à l'heure, mon confrère en a parlé de la constipation. Mais voilà. Occlusion intestinale aiguë, masquée, chez une patiente psychotique, donc psychiatrique, qui a une bonne communication verbale, mais qui est très apathique. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur le canapé, qui est très apathique, très déprimé, avec une fréquence importante des alternances de diarrhée et de constipation. Et puis voilà, un jour, elle se plaint de mal au ventre. On regarde dans le cahier des selles, RAS apparemment, il y a marqué sel normal, SN, tous les 2-3 jours à peu près. Bon, voilà. Et puis, quand même, à l'examen, le médecin l'examine, regarde et voit qu'elle a un ventre mais super ballonné. Elle est hospitalisée aux urgences chirurgicales. Le diagnostic qui est fait, c'est colite ulcéro-nécrotique aiguë au neuroleptique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une inflammation de son côlon, avec même une petite partie qui est bouffée, qui est littéralement bouffée par une nécrose, qui est en train de se dissoudre en quelque sorte, ce bout de côlon. Résultat, on lui enlève tout le côlon. Alors, je peux vous dire que c'est pas rare. Sur 50 résidents, j'en avais donc à peu près la moitié, 25, qui avaient plus de 50 ans. Et sur ces plus de 50 ans, il y en avait 5 qui avaient eu droit à ça, qui avaient eu droit à une colite ulcéro-nécrotique et pour qui on avait enlevé presque tout le côlon. Alors, j'en parle un instant. Donc, déjà, toujours pareil, en revoyant régulièrement la prescription, en essayant de réduire les neuroleptiques. La deuxième chose, c'est qu'on peut imaginer quelqu'un qui est sédentaire qui va être plus constipé qu'une autre. La fréquence des diarrhées constipation, alors c'est probablement des fausses diarrhées, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sel qui s'accumulent dans le rectum que ça finit par fuir. Et c'est pas une vraie diarrhée, c'est en réalité une fausse diarrhée. Alors, comment on s'en rend compte?
excusez-moi, faut mettre un doigt dans le cul. Et ça, ben oui, parce que là, on va sentir un rectum plein, on va se dire, ok, là, il y a un vrai problème, et on va mettre en place tout de suite un traitement doux, si possible. Il y a des laxatifs doux. Hein. Donc, l'adaptation alimentaire. Il y a un truc sur lequel, dans le bouquin, je me suis cassé la tête à faire moi-même le dessin, parce que ça devrait être enseigné à tous les accompagnants, c'est le massage abdominal. Au moment de la toilette, ça prend 5 minutes si on le fait bien. Alors, il y a plein de techniques ayurvédiques. D'ailleurs, il y a des trucs un peu ésotériques, ça peut être sympa. Mais c'est très simple à faire. Et rien qu'un massage abdominal comme ça peut régler une constipation. Et là, il y a un piège. C'est que, comme c'est une patiente psychiatrique, qu'elle a une communication verbale normale, on lui demande, t'es allé à la selle? Oui. Et on note dans le cahier, selle normale. Voilà. On lui demande pas, au moins une fois par semaine, écoute, ne tire pas la chasse, s'il te plaît, hein, on va regarder. Voilà. Bon, c'est un piège. Hein. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Après, j'ai quand même une diapo de conclusion, si vous permettez. Donc, pour le reste, c'est dommage, mais peut-être qu'il y aura là. Voilà. Le rôle essentiel de l'observation et de la vigilance des accompagnants. Ça, c'est vraiment le facteur numéro 1. Pour le personnel accompagnant, la formation médicale initiale et continue est souvent insuffisante. Moi, vraiment, je m'astreignais à passer dans les unités au moins 2 fois par semaine pour répondre aux questions des accompagnants, pour faire un petit topo. Puis comme vous le voyez, bon, je faisais ça déjà en médecine générale. Moi, j'avais l'écran tourné vers les patients, puis je leur donnais des explications. Je faisais le Michel Simès du coin, quoi. Hein, voilà, essayer d'expliquer les choses simplement, c'est tout à fait possible. La prévention avant tout, parce que souvent, quand on est devant les problèmes, c'est déjà trop tard. Et puis, bien sûr, la nécessité de disposer d'un médecin généraliste investi, formé à cette médecine. Quand je suis arrivé là-dedans, j'y connaissais rien. J'ai fait le diplôme interuniversitaire dans lequel, d'ailleurs, je suis enseignant maintenant, et disponible. C'est-à-dire qu'il faut un médecin qui descende de sa tour d'ivoire, qui enlève sa blouse blanche et qui se mêle à la foule. Et c'est ensemble qu'on peut décider et faire les choses. Je vous remercie. Donner la parole donc à ma collègue donc pour sa première intervention. Voilà. Après, elle repartira, on fera comme si c'était pas elle et puis elle reviendra. Je me rassure. Voilà, tu t'attaches tes cheveux, tu fais. Voilà, c'est ça. Donc là, on va être plutôt sur un peu la palette aujourd'hui des modes d'accueil et d'accompagnement quand on essaye justement d'avoir des pratiques, des organisations adaptées au vieillissement. Donc soit des unités, soit des établissements dédiés. Donc on va être plutôt sur cette partie plus institutionnelle. Bien, bonjour. Donc voilà, effectivement, comme vient de l'expliquer Carole, cette première intervention, ce sera plus basé sur comment les établissements se sont adaptés, ont évolué par rapport au vieillissement des publics accueillis. Alors, je vais me baser notamment sur le travail que j'ai fait pour ma thèse. Je l'ai fait sur le passage à la retraite des travailleurs des AT. Donc, ça me permettait de voir où ces personnes vont vivre après leur cessation d'activité. Et puis, je me baserai beaucoup plus aussi sur une recherche que j'ai coordonnée avec Jean-Yves Barrère, mais qui a été menée par l'ensemble du réseau des créailles que je vais vous présenter. Cette recherche, en fait, à la base, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, se développe énormément, on en a beaucoup entendu parler depuis ces 2 jours, des dispositifs dits innovants qui se situent un peu à l'articulation entre le tout domicile et le tout établissement. Et finalement, ces dispositifs innovants, est-ce que ce ne serait pas quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer pour penser de nouvelles formes d'accompagnement des personnes quand elles vieillissent ? Je me souvenais notamment quand j'avais fait des entretiens avec des travailleurs des AT en fin d'activité, des travailleurs vieillissants, quand on leur disait qu'est-ce que vous voudriez faire à votre retraite, ils disaient on aimerait bien, moi j'aimerais bien prendre un appart avec 3 ou 4 copains et puis vieillir ensemble. Et ça, on est pleinement dans les formes d'habitat alternatifs qui peuvent se développer actuellement. Donc on s'est dit on va aller regarder un peu du côté de ces nouvelles formes de dispositifs d'habitat. On a fait cette recherche en 4 phases. Alors la première phase, je ne vais pas m'y attarder, on a fait le traitement des données ES 2014. Dans une deuxième phase, on a analysé 35 dispositifs, mais vraiment dédiés personnes handicapées vieillissantes. Pas forcément ces nouvelles formules d'accompagnement un peu innovantes, Donc vraiment des établissements-services pour personnes handicapées vieillissantes sur 4 régions. On a rencontré principalement les équipes de direction.
Dans une troisième phase, là par contre, on a choisi 16 dispositifs véritablement innovants, qui sont donc entre le tout établissement, tout domicile, et pour tout public, personnes en situation de handicap, mais de tout âge, éventuellement personnes âgées. On a aussi vu des dispositifs pour malades Alzheimer notamment, sur l'ensemble du territoire national. Donc on s'est retrouvé avec 51 dispositifs en tout. Et sur ces 51-là, on en a sélectionné 9 dans lesquels on est allé approfondir l'analyse, mais en faisant des entretiens avec les personnes, les habitants eux-mêmes, quand c'était possible, avec leurs accompagnants familiaux et leurs accompagnants professionnels. Donc ce que je vais plus développer là ce matin, c'est l'analyse des dispositifs pour les personnes handicapées vieillissantes. Je pense que ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est que la question du vieillissement des personnes handicapées n'a pas été anticipée. C'est quelque chose qui est arrivé sur les dernières années. Moi, avant d'être conseillère technique, j'ai été éducatrice spécialisée. En 1994, je travaillais dans un foyer. On avait un monsieur trisomique dont on a fêté les 52 ans. C'était un événement. On le regardait avec de grands yeux. On disait « Waouh, il a 52 ans !» Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on peut voir des personnes trisomiques qui ont plus de 70 ans. Donc, il y a eu une évolution très, très rapide de l'espérance de vie, un vieillissement qui n'a pas été anticipé. Et aujourd'hui encore, on peut dire qu'il n'y a pas de politique nationale globale sur la question. C'est vraiment les établissements et services, les professionnels que vous êtes, qui avaient été confrontés au vieillissement des publics accueillis et qui avaient mis en place des modes d'accompagnement particuliers qu'on va voir ensemble, qui aboutissent à une grande diversité dans l'offre d'accompagnement des personnes vieillissantes, mais du coup à une faible lisibilité. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur cette question-là. Je continue à découvrir de nouvelles choses tout le temps, parce que chacun a fait avec, et chacun a créé des choses, a fait des choses. Et l'idée, c'était aussi, à travers cette recherche, d'essayer d'y voir un peu plus clair, d'essayer de voir un peu, mais de quelle façon ils se sont transformés, ces dispositifs. Alors déjà, quels étaient les constats de départ? C'est-à-dire qu'on dit, voilà, quand vous avez créé ce nouveau mode d'accompagnement pour personnes handicapées vieillissantes, à la base, c'était quoi les constats? C'était pour répondre à quoi? La première chose qui arrive, la plus forte, c'était lié à le cadre réglementaire de l'offre médico-sociale, et ce qui apparaissait fortement, c'était la question des travailleurs handicapés qui vivaient en foyer d'hébergement et qui ne pouvaient plus y rester au moment de leur cessation d'activité. Que faire pour ces travailleurs? C'était la première question. Il y avait aussi des familles qui s'inquiétaient par rapport à cette question du couperet de l'âge de 60 ans. Encore aujourd'hui, pourtant il n'y a plus d'âge limite à l'accueil en établissement, mais il y a encore beaucoup de familles qui se posent la question de dire mais mon enfant, quand il va avoir 60 ans, est-ce qu'il pourra rester dans le foyer? Où est-ce qu'il va pouvoir aller? Les autres besoins, c'était d'ordre individuel, ce que vous connaissez bien, c'est des difficultés croissantes à répondre aux besoins croissants de soins, d'accompagnement, de temps dans les actes de la vie quotidienne, notamment des établissements qui n'étaient absolument pas médicalisés, qui se trouvaient confrontés à la difficulté de devoir accompagner de plus en plus de personnes en consultation. Je pense que c'est aussi un impact sur la santé et la prévention des personnes, c'est quand on n'a pas le personnel pour accompagner en consultation et quand les consultations sont de plus en plus nombreuses. Et puis il y avait aussi des constats soulevés par l'entourage familial, ce que je disais, des inquiétudes pour l'avenir. Et puis aussi, on en a encore beaucoup, des situations de personnes, d'adultes handicapés qui vivent avec leurs parents, qui deviennent très âgés, qui ne peuvent plus vivre au domicile, qui veulent entrer en établissement et se posent la question de leur enfant. Enfant adulte, mais voilà. Et puis aussi, parfois, il y a eu à la base des constats initiaux extérieurs au vieillissement. Par exemple, on avait un foyer de vie qui nous disait, nous, on avait la situation des personnes, alors un foyer de vie pour personnes de tous âges, qui n'étaient pas spécialisées à l'origine. On avait le problème des gens qui ne rentraient pas en famille le week-end. C'était les seuls à rester, en fait. Les autres partaient, et puis on avait des gens qui restaient là, qui partaient jamais en famille, parce qu'il n'y avait plus de relation familiale. Du coup, on a mis en place un système d'accueil familial le week-end, et on s'est rendu compte que pour les personnes vieillissantes, ça marchait vachement bien, et que ça pouvait aussi être une solution. Donc aujourd'hui, ils développent le service d'accueil familial pour les personnes vieillissantes. L'autre constat, c'est le manque de solutions adaptées. D'abord pour des besoins spécifiques, non pourvus, pour les personnes avec des problèmes de surdité, troubles du spectre autistique, handicap psychique. Alors qu'il y ait un manque, une carence de dispositifs adaptés pour les personnes qui ont des troubles du spectre autistique ou des handicaps de régime psychique, c'est vrai à tous les âges de la vie, mais ça prend une importance particulière au cours du vieillissement.
Le docteur Ibanez l'a souligné, hein, les gens qui ont des traitements neuroleptiques pendant de nombreuses années, ça a un impact sur leur santé, ça peut remettre en question la vie à domicile, et il n'y a pas forcément de structure d'hébergement adaptée pour ces personnes, surtout quand elles avancent en âge. Et le constat d'une offre gérontologique inadaptée, des EHPAD, des professionnels qui ne sont pas formés à accueillir des personnes en situation de handicap, qui sont fortement démunis, qui peuvent avoir des représentations extrêmement négatives du handicap, et surtout quand il y a un handicap d'origine psychique. Et du coup, des réticences à accueillir des personnes en situation de handicap et des difficultés aussi parfois de cohabitation. Alors c'est vrai que les premières cohortes de travailleurs handicapés qui sont arrivés à la retraite, qui ne pouvaient pas à l'époque rester en foyer d'hébergement, étaient facilement orientés en EHPAD. Mais ils se trouvaient avec des personnes qui avaient de la génération de leurs parents. Hein. Les moyennes d'âge en EHPAD, c'est 85 ans aujourd'hui. Et c'est des personnes qui étaient orientées à 60 ans. Donc c'est pas forcément évident de cohabiter avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes histoires, qui n'ont pas du tout les mêmes passés, le même parcours, les mêmes besoins, et qui ont une génération d'écart. Les acteurs qui sont impliqués sur ces différents projets, on a vraiment des échelles différentes. Des fois, c'est un établissement qui s'est adapté. Ça peut être une association gestionnaire qui a réfléchi à l'ensemble de son offre. Des fois, il y a plusieurs associations, plusieurs organismes gestionnaires qui se sont associés pour mettre en place des réponses modulées. Majoritairement, ça va être des organismes gestionnaires du champ du handicap, mais on a aussi des organismes gestionnaires du champ gérontologique qui se sont dit, on est confronté aujourd'hui à des demandes, on est face à un nouveau public, il faut qu'on s'y adapte, et ils vont commencer eux aussi à développer des formules d'accompagnement. On a aussi des acteurs institutionnels. Hein. Il y a, depuis la mise en place des appels à projets des ARS ou des conseils départementaux. Mais je pense que ça n'est pas le plus gros de l'offre à destination des personnes handicapées vieillissantes. C'est vraiment des établissements, encore une fois, qui se sont transformés pour répondre à des besoins présents. Les familles aussi peuvent être bien entendu des acteurs impliqués, surtout quand elles participent aux instances, au CA des organismes gestionnaires. Alors effectivement, je le disais, il y a eu une évolution des publics du secteur gérontologique. Quand il y a des organismes de ce secteur-là qui ont mis en place des structures adaptées, ils disent, on pouvait être contacté par des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Alors notamment, encore une fois, des retraités des ZAD qui arrivaient à l'âge de 60 ans et qui disaient, moi je suis en retraite, je vais aller en maison de retraite. Des familles, ce que je disais, les situations au domicile où le maintien à domicile n'est plus possible, et du coup des parents très âgés qui demandent leur entrée en EHPAD, mais qui demandent à ce que leur enfant puisse être accueilli avec elles. Des sollicitations aussi par des organismes gestionnaires du champ du handicap. C'est vraiment cette question-là a vraiment favorisé l'émergence de partenariats et de décloisonnement entre le secteur du handicap et le secteur de la gérontologie. Ça produit des choses extrêmement intéressantes. Donc des fois, c'est des organismes gestionnaires du champ gérontologique qui ont été contactés par des organismes gestionnaires du champ du handicap, qui ont dit, on est confronté à la question de nos publics vieillissants, de nos travailleurs handicapés qui vont arriver à l'âge de la retraite. On sait que vos établissements ne sont pas préparés à l'accueil de personnes en situation de handicap. On pourrait travailler ensemble pour réussir à fabriquer ensemble un mode d'accompagnement plus adapté. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, l'émergence de la maladie d'Alzheimer. Alors, on le verra tout à l'heure chez des personnes en situation de handicap, mais également chez des parents. Et on en a eu il n'y a pas longtemps dans le département du Pas-de-Calais, une maman âgée de 80 ans qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui vivait avec sa fille trisomique de 58 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est des situations qu'on va pouvoir rencontrer aussi de plus en plus souvent. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces dispositifs, vous voyez, il y a eu des constats de départ, il y a eu parfois des partenariats avec le secteur gérontologique, on a mis en place des modes d'accompagnement adaptés, mais ces dispositifs-là se trouvent vraiment inscrits dans une dynamique tout à fait particulière. D'abord, il y a souvent eu de très longues négociations avec les autorités de tutelle pour amener la mise en place du dispositif lui-même. Je pense à un dispositif, le directeur nous disait, nous, pour la mise en place de notre projet, il a fallu 10 ans. En 10 ans, les besoins avaient encore évolué. Donc quand on met en place la réponse, on met en place la réponse à des besoins qu'on avait observés il y a 10 ans, mais il va falloir répondre à tous les besoins qui ont évolué depuis. D'accord ? Parfois, il a fallu modifier les projets. Négocier en termes de nombre de places. Non, on ne veut pas créer autant de places, on voudrait faire comme ça. Donc voilà, c'est des négociations qui ont été souvent très longues, avec des contraintes budgétaires et des contraintes réglementaires extrêmement fortes.
Ce qui fait que c'est des dispositifs qui sont à peine mis en place qu'il faut déjà qu'ils évoluent. Il y a la question des listes d'attente. Très souvent, alors je prends des situations que je connais, hein, on a des foyers, par exemple, foyers d'hébergement confrontés à l'arrivée de travailleurs à l'âge de la retraite. Ils vont se transformer en foyers d'accompagnement. Foyers d'accompagnement, ils peuvent accueillir à la fois des retraités et des travailleurs. Donc ça va être très bien pendant un moment, mais très rapidement, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont arriver à la retraite. Donc ça va menacer l'équilibre. Donc ils vont négocier pour ouvrir une résidence pour personnes retraitées. Mais on va leur autoriser 14 places. Donc ils vont ouvrir les 14 places. Mais au bout d'un an, ils vont avoir 30, 40, 50, 60 personnes sur liste d'attente. Donc ils vont entrer en négociation avec des EHPAD pour essayer de créer des unités dédiées. Et voilà, on a l'impression d'être dans une course contre la montre comme ça, parce qu'encore une fois, ça n'a pas été anticipé. Il a fallu répondre à des besoins qui étaient présents. Et ces besoins présents, on n'y a pas répondu suffisamment sur le plan quantitatif. Ce qui fait qu'on a toujours de nouveaux besoins auxquels il faut répondre. Et puis il y a l'adaptation forcément à l'évolution continue des besoins, c'est-à-dire que des gens qui ont besoin de soins, ça continue. Les besoins de soins continuent à augmenter, et si on n'arrive pas à créer de postes soignants, encore une fois, c'est des innovations qui vont à chaque fois très rapidement trouver leurs limites et qui vont devoir encore une fois entrer en négociation pour se retransformer. Ce qui est important de voir dans ces dispositifs-là, c'est vraiment le travail sur la personnalisation des accompagnements. On disait, en quoi l'accompagnement des personnes vieillissantes est-il particulier par rapport à l'accompagnement des autres ? On va trouver très souvent des rythmes assouplis. Les personnes vieillissent, donc on ne va pas leur imposer d'être levées à 7h, petit-déj fini à 8h, toilette terminée pour 10h. C'est plus possible. On va échelonner. À chaque fois qu'on va pouvoir, on va essayer d'échelonner les réveils, d'échelonner les petits déjeuners, d'essayer d'avoir plus de temps pour mener à bien les activités de la vie quotidienne. Au niveau des activités, souvent, ça va être des activités libres mais adaptées. Par exemple, il y a beaucoup d'établissements qui disent on propose les activités, les gens peuvent venir, mais ce n'est pas une obligation. On comprend que on est fatigué, arrivé à un certain âge, ou ce jour-là, on n'a pas envie de faire telle activité, c'est pas grave. Il n'y a pas cette idée d'activation toujours. On est plus dans une période de repos, sans pour autant laisser les gens s'isoler tout seuls dans leur chambre. Mais il y a cette idée que en vieillissant, il y a aussi un droit à l'inactivité et un droit au repos. Il y a des activités physiques adaptées, il y a des activités sur la mémoire. On a parlé le vieillissement cognitif et l'importance de pouvoir travailler ces choses-là. Sur le bien-être, et puis une part de spontanéité pour pouvoir s'adapter aux besoins. Encore une fois, je pense à un foyer, par exemple, il me disait, nous, on fait activité peinture à 14h, on propose aux personnes, elles viennent si elles veulent. Si le matin, elles nous ont dit qu'elles voulaient venir, mais que finalement, après manger, elles ont un coup de fatigue, qu'elles n'ont pas envie de venir, elles ne viennent pas. Par contre, si à 18h, elles ont envie de faire de la peinture, le matériel est là, la salle est là, c'est à disposition, ils peuvent venir. On essaye encore une fois, c'est vraiment la notion de souplesse qui va revenir le plus possible. Il y a des activités à l'interne, mais il y a aussi des activités à l'extérieur, avec des associations de loisirs de droit commun. Il va y avoir beaucoup, j'y reviendrai par la suite, de choses basées, mais j'y reviendrai, j'insisterai sur cette question, en soutien aux relations amicales, c'est-à-dire d'organiser des activités qui vont permettre de revoir les anciens copains, qui ne sont plus dans l'établissement, et aussi des activités qui vont être mises en place dans les EHPAD pour pouvoir préparer de futures orientations. Ça, c'est des choses qu'on voit énormément. Dans le cadre des partenariats, on organise une activité dans un EHPAD, les personnes y vont, ça leur permet de commencer à repérer l'institution, à la découvrir, à voir de quoi il s'agit, pour préparer une future orientation par la suite. Alors, les différents types de dispositifs, je vais quand même insister avant. Par rapport à la personnalisation de l'accompagnement, je voulais en parler. La chose qui m'a le plus marquée dans le cadre de ma thèse, de mon travail de thèse, quand j'ai rencontré des retraités, je leur disais, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se passe la retraite ? La première chose qu'ils me disaient, c'est on ne voit plus les copains. Et c'est la rupture des relations amicales. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs, là où je travaille dans les Hauts-de-France, qui vont être vraiment basés sur le maintien des relations amicales. On a nos aînés, nos anciens qui sont partis en EHPAD, qui sont partis à droite à gauche. Il y a certaines associations, par exemple, qui vont créer un poste, une personne, son boulot, ça va être d'organiser des retrouvailles entre les anciens. Elle va faire des activités dans l'EHPAD, dans le foyer, aller faire un peu la tournée des popotes, aller chercher tout le monde et permettre aux anciens de se retrouver. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, les différents types de dispositifs qu'on peut voir actuellement, on va avoir
Des établissements spécifiques dédiés personnes handicapées vieillissantes, ça va être des foyers d'accueil médicalisés, des foyers de vie, qui peuvent être adossés à une structure existante. Parfois, dans certaines régions, on va avoir des maisons de retraite spécialisées, des EPA-H. Nous, dans le Pas-de-Calais, ils ont créé ça, c'est les établissements d'hébergement pour personnes âgées handicapées. C'est une sorte de maison de retraite spécialisée. Les foyers d'accompagnement, je vous en parlais, qui peuvent accueillir à la fois des retraités et des personnes et des travailleurs. C'est ou des établissements spécifiques ou des unités spécifiques, des unités de vie, qui peuvent être, alors le plus souvent, en tout cas au niveau des Hauts-de-France, c'est foyers d'accueil médicalisés, foyers de vie, mais on en trouve également en maison d'accueil spécialisée. Encore une fois, on va regrouper les personnes les plus âgées dans une unité de vie pour leur proposer des rythmes assouplis, un accompagnement personnalisé. Dans les organismes gestionnaires, parfois, on va avoir des créations de postes de référents vieillissement qui vont intervenir de façon transversale dans l'ensemble des établissements et services, mais qui vont s'occuper aussi de développer les partenariats avec le secteur gérontologique. Il y a les établissements, il y a aussi les services, des SAVS, des SAMSA dédiés. Ce qui est important, ce qu'on peut voir qui est remarquable, c'est quand ces services-là ont le droit d'intervenir aussi en établissement et qui vont pouvoir accompagner les transitions. Quelqu'un qui va quitter un foyer de vie pour aller vivre en EHPAD, par exemple, les services vont pouvoir l'accompagner dès le foyer de vie jusqu'à l'EHPAD pour accompagner cette transition et pour éviter qu'il y ait des ruptures assez brutales. Très souvent, ça va être des transformations on va essayer de faire à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire de mobiliser toutes les ressources sur un territoire, de développer encore une fois les partenariats entre le sanitaire, les services d'aide à domicile, le secteur gérontologique et le secteur du handicap. Alors, ces dispositifs pour les personnes handicapées vieillissantes, c'est vrai que globalement, ce qu'on a pu voir, c'est que ce n'est pas très innovant au sens des dispositifs innovants qu'on peut voir aujourd'hui. Les dispositifs innovants qu'on a pu trouver ne s'adressaient pas forcément à des personnes vieillissantes. Ça peut s'expliquer par le fait que, encore une fois, c'est des dispositifs qui ont dû répondre à des besoins présents et dans une forme d'urgence. On a des personnes qui vieillissaient, il fallait mettre en place des réponses dans un cadre financier contraint, dans un cadre réglementaire également contraint, qui laissait finalement peu de place à l'innovation. Et puis il y a aussi un effet générationnel qui est important, c'est que les personnes vieillissantes, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas eu l'habitude de décider, qui n'ont pas eu l'habitude de vivre autant dans la société. Voilà, les jeunes aujourd'hui ne vieilliront pas de la même façon, n'auront pas les mêmes expériences de vie que les personnes les plus âgées qu'on peut accueillir actuellement. Alors pour finir, je ne vais pas prendre forcément toute la diapositive, mais oui, alors je sais plus où j'en suis. Donc je vous le disais, hein, on a vu ces dispositifs pour personnes handicapées vieillissantes, et puis on a vu aussi les dispositifs innovants, et puis après on en a pris 9 sur les 51 pour voir un peu ce que les personnes, les habitants des dispositifs avaient à en dire. Ce qu'il faut retenir, je ne vais pas reprendre tous les éléments en 5 minutes, ce serait trop lent. C'est pas forcément dans les dispositifs dits innovantes qu'on va trouver les formes les plus fortes de participation sociale. La participation sociale, la vie à la société, elle se fait aussi dans les établissements. Et on peut aussi trouver dans ces dispositifs dits innovants des écueils qu'on peut regretter en établissement. Je pense à des dispositifs, par exemple des dispositifs pour des malades d'Alzheimer, où les professionnels nous disaient, voilà, on a des gens qui voudraient nous parler et on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut reprocher dans les établissements quand on dit on n'a pas le temps de s'occuper des gens, qu'on va retrouver aussi dans ces dispositifs-là. Donc il y a une grosse attention à avoir sur ce point-là. L'importance du parcours antérieur, j'en parlais, des gens qui n'ont pas forcément, les personnes vieillissantes, elles n'ont pas forcément eu la possibilité d'exercer des choix, l'habitude d'exercer des choix. Ça ne veut pas dire qu'elles ne pourront jamais en faire, mais ça veut dire que ça s'accompagne, ça se travaille, et elles ont besoin d'être accompagnées là-dedans. Je pense à une résidence pour personnes retraitées, l'éducatrice me disait, voilà, les personnes au début, on leur a dit, qu'est-ce que vous voudriez faire de votre temps sans travail? Et ils ont répondu, mais on ne sait pas. Ils n'avaient pas eu l'habitude, ils allaient à l'ESAT, on leur disait, voilà, il faut faire telle activité, ils faisaient, ils n'avaient pas l'habitude de choisir. Donc il y a eu tout un travail aussi pour les amener à découvrir le champ des possibles et à les accompagner dans le champ des possibles. Et après, ce sur quoi je voudrais également insister, parce que c'est important, par rapport à ces formes de participation sociale, on en a parlé hier aussi après-midi, on parle aujourd'hui d'inclusion. Pour qu'il y ait vraiment participation, pour qu'il y ait inclusion, pour que le dispositif puisse vraiment travailler dans ces objectifs-là, clairement, il faut qu'il y ait eu association des acteurs du territoire en amont. Je pense que c'est toi qui l'as dit, Carole, hier, ça ne se décrète pas, l'inclusion. Ça se travaille, ça se prépare. On voit bien que les dispositifs où ça se passe le mieux, où les gens ont le plus de contact avec leurs voisins, c'est des dispositifs où les voisins ont été associés au projet même,
et où voilà, ça s'est travaillé ensemble. Et après, ce que je voulais finir là-dessus, parce que cet exemple-là nous avait paru vraiment intéressant, la participation des gens, le fait de décider, ne va pas forcément dans le sens d'une plus grande participation sociale. Je pense à un établissement, c'était une unité de vie pour personnes handicapées vieillissantes en EHPAD, donc 14 places, je crois, essentiellement des gens sortant des retraites et des AT. En fait, ils ont mené deux projets qu'ils ont décidés par eux-mêmes. C'est eux qui ont voulu mettre ça en place, c'est eux qui l'ont mené de A à Z, et c'est deux projets qui visaient à sortir le moins possible de l'établissement. Le premier, c'était mettre en place une sorte de petite épicerie, parce que ça évite d'aller à Carrefour, parce qu'à Carrefour, il y a les jeunes qui se moquent de nous, il y a du monde, il y a du bruit, c'est pas intéressant. Et le deuxième, c'était une espèce de bourse aux vêtements, un peu dans la même idée, comme ça évite d'aller dans les magasins. Et on avait parlé avec un monsieur qui habitait dans cette unité-là, il disait, mais vous savez, les voisins, on leur dit bonjour, ils répondent pas. À Carrefour, les jeunes se moquent de nous. Moi, je suis vieux, j'ai pas envie, dehors, il y a du bruit, il y a du monde, j'ai pas envie de sortir, je suis très bien ici. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir que accompagner les personnes dans leur choix, des fois, ça va pas forcément dans le sens d'une plus grande participation sociale. Et encore une fois, il y a un gros travail à faire au niveau de la société même pour la rendre un peu plus accueillante pour ces personnes. Alors, oui, voilà, donc la question de la maladie d'Alzheimer. Donc je vais faire la présentation rapidement en 3 temps. Je vais vous expliquer un peu le projet qu'on a mis en place. Je vous présenterai l'outil et j'ai quelques exemplaires qu'on pourra diffuser dans la salle. Et après, un petit retour d'expérience. Alors, ce projet sur accompagner les personnes handicapées mentales confrontées à la maladie d'Alzheimer, d'où il est né, d'abord de différents constats. Quand je vais dans les établissements, dans le cadre des différents travaux que j'ai pu vous présenter, de plus en plus souvent, j'avais des professionnels qui me disaient « on est confronté à l'émergence de la maladie d'Alzheimer ». On commence à avoir des situations de personnes chez nous qui ont la maladie d'Alzheimer et on est fortement démunis pour y faire face. Alors, il y aurait cette question d'émergence de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, des formes de démence. De façon, somme toute, j'ai envie de dire logique. Les personnes en situation de handicap vieillissent, elles atteignent de nouveaux âges de la vie et elles peuvent déclarer des pathologies associées au vieillissement. Il y a, si on regarde un peu dans la littérature, une prévalence particulière pour les personnes qui sont trisomiques, trisomie 21. Il y aura un lien entre la production d'une protéine au niveau du cerveau, qui entraîne la maladie d'Alzheimer, et le 21e chromosome. Ce qui fait que les personnes trisomiques ont un risque supplémentaire de fabriquer cette protéine et de déclarer ce type de pathologie. Il y a aussi donc une prévalence particulière et une précocité, c'est-à-dire que chez les personnes trisomiques, on évalue l'émergence des troubles vers l'âge de 50 ans, voire un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, ça arrive de façon extrêmement précoce. Il y a donc de plus en plus de situations dans les établissements, et c'est un public qui est vraiment, pour le coup, complètement hors case. Parce qu'une personne, par exemple, une personne trisomique atteinte de la maladie d'Alzheimer qui a 50 ans, elle va relever en termes de politique publique à la fois du champ des personnes handicapées vieillissantes et des malades d'Alzheimer jeunes. Donc elle est vieille et jeune à la fois. Elle peut relever de différents types de dispositifs, les dispositifs dans le champ du handicap, qui soient spécialisés pour les personnes vieillissantes ou pas, les dispositifs pour les malades d'Alzheimer, jeunes ou pas. Mais en fait, elle a le profil requis pour aucun. Dans les établissements du secteur du handicap, on n'est absolument pas formé à la question du vieillissement et à la question de la maladie d'Alzheimer. Et encore une fois, dans les établissements du champ gérontologique, ils ne sont pas formés à l'accueil de personnes qui ont un handicap, notamment d'origine intellectuelle. Ce qui fait qu'on a vraiment un public à la croisée des chemins, pour qui il n'existe actuellement pas de formule d'accompagnement adaptée. Du coup, des professionnels et des familles démunies, et puis des résidents d'établissements également fortement démunis, j'y reviendrai. On a essayé de voir un petit peu, qu'est-ce qu'il peut se dire sur cette question-là. On a vu qu'en France, il y a essentiellement un développement de la recherche médicale et essentiellement par rapport à la trisomie 21, mais en termes d'accompagnement, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc on a quand même mis en place un groupe de travail en partenariat avec 7 organismes gestionnaires, avec pour objectif de travailler à l'accompagnement des personnes handicapées mentales confrontées à la maladie d'Alzheimer, qu'elles soient elles-mêmes atteintes par la maladie ou confrontées à la maladie d'un de leurs proches. Et puis avec l'idée aussi de communiquer autour de cette question, parce qu'on s'est rendu compte que quand on en parle, moi très souvent, quand les gens me disent sur quoi tu travailles, je dis en ce moment je travaille sur la question des personnes handicapées mentales atteintes de la maladie d'Alzheimer, et très souvent on me dit ah bon, personnes handicapées aussi ils ont la maladie d'Alzheimer? Oui.
bah oui, elles vieillissent et maintenant elles peuvent avoir ce type de trouble. En tout cas, j'y reviendrai, la question du diagnostic est délicate. En cherchant dans la littérature internationale, on a vu qu'il y a quand même de nombreux pays qui réfléchissent sur cette question-là depuis pas mal d'années. Il y en a qui ont mis en place des structures adaptées, des modes d'accompagnement adaptés. Et on a trouvé, du coup, en Écosse, un outil qui a été réalisé par une équipe qui associe des chercheurs et des professionnels. C'est le journal de Jenny. Tu peux m'enfiler un? Donc voilà, c'est le journal de Jenny, un support à la discussion sur la démence avec des personnes ayant un handicap intellectuel. On en a plusieurs. Vous pouvez passer les cartes aussi. Donc je vais vous le présenter rapidement. Cet outil nous a semblé particulièrement intéressant. Du coup, avec l'accord de Karen Watchman, qui est le chef de projet en Écosse, on l'a traduit en français et on l'a expérimenté dans 7 établissements. Grâce à un financement de la Fondation de France, je ne vais pas forcément détailler, mais voilà, pendant le courant de l'année 2018, on a expérimenté cet outil dans 7 établissements, essentiellement foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, personnes handicapées vieillissantes, c'était le plus large. Et dans chaque établissement, on a fait 3 sessions, une avec des professionnels, une avec des familles et une avec des résidents de l'établissement, des personnes accueillies. Alors, pour vous présenter le journal de Jenny rapidement, parce que j'ai que 3 exemplaires, la salle est grande, je ne suis pas persuadée que tout le monde va le voir. C'est un petit bouquin qui est organisé en 3 parties. On a le journal de Jenny, c'est la première partie, donc c'est une semaine dans la vie, une semaine ordinaire dans la vie de Jenny. Jenny étant une dame trisomique atteinte de la maladie d'Alzheimer. Chaque jour, Jenny est confrontée à une difficulté et on va réfléchir, je le montrerai tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, comment on peut comprendre cette difficulté. La deuxième partie, c'est parler avec Jenny de son diagnostic de démence. Je vais reprendre de façon plus détaillée ensuite. Et la troisième, parler de la démence avec des amis. Et ça met en scène Georges, qui est le compagnon de Jenny, qui voit que le comportement de Jenny change et qui ne comprend pas pourquoi. Donc on a le livret qui est en train de passer. Dans le livret, il y a des images, des photos. Ces photos-là sont reprises sous forme de cartes qui sont en train de circuler également. Donc c'est vraiment un outil adapté pour parler avec des personnes déficientes intellectuelles. Quand je faisais les sessions avec les résidents, je n'utilisais pas le journal en soi, j'avais fait des agrandissements des photos et je leur disais, voilà, je viens vous parler de Jenny, et c'était sur la base des photos qu'on regardait ensemble et sur lesquelles on discutait ensemble. Donc la première partie, le journal de Jenny, c'est ce que je vous disais, voilà, chaque jour, Jenny est confrontée à une difficulté et on va réfléchir. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette difficulté? Qu'est-ce qui peut être mis en lien avec la démence ou pas? Ça, c'est important aussi, c'est de ne pas tout interpréter dans le prisme de la démence. Il peut y avoir d'autres facteurs explicatifs. Et puis, à chaque fois, il va y avoir un encart sur comment peut-on l'aider. Et là, on va avoir des choses très pragmatiques. C'est vraiment ce qui nous plaisait dans cet outil, c'est que c'est extrêmement pratique. Et ça touche aussi des domaines divers. Il y a la vie quotidienne, il va y avoir, voilà, par exemple, le lever, s'habiller le matin, mais il y a aussi la question des loisirs, il y a la question des amis, donc c'est une approche vraiment extrêmement globale. Donc vous voyez, par exemple, là, Jenny, le lundi, travaille dans une cafétéria. Alors c'est en Écosse, en France, ça serait peut-être un ESAT. Ça fait un petit moment qu'elle n'est pas bien, elle dit qu'elle ne veut plus y aller. Le soir, elle est perturbée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le travail, on essaye de réfléchir. Et puis finalement, c'est Anna, sa collègue et amie, qui dit Jenny, quand elle est à la cafétéria, elle ne trouve plus les toilettes. Effectivement, dans ce type de pathologie, il y a des pertes de mémoire, il y a une désorientation, les personnes n'arrivent plus à retrouver les toilettes, y compris chez elles, dans des lieux connus. Donc à partir de là, on va avoir une série de conseils on va mettre en place une signalétique adaptée à sa hauteur. On va indiquer la route pour aller aux toilettes, on n'oubliera pas d'indiquer la route pour revenir des toilettes. Et puis il va y avoir plein de conseils comme ça sur l'utilisation du contraste des couleurs. Au niveau des toilettes, le fait de, par exemple, laisser une lumière allumée la nuit pour que Jenny puisse plus facilement aller aux toilettes la nuit. Donc on va avoir des tas de situations, on va toucher à tout ce qui est équilibre et perception de l'espace. Par exemple, vous voyez, Jenny est dans sa chambre, elle a du mal à sortir. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a un changement de couleur au sol. Avec la maladie d'Alzheimer, ce type de démence, il peut y avoir des problèmes de perception du relief, changement de couleur, elle ne voit pas trop. Est-ce que c'est un trou? Est-ce que c'est un obstacle? Elle ne sait pas, du coup, elle va avoir du mal, elle va avoir peur d'avancer.
Donc ils vont recommander d'essayer d'avoir un maximum la même couleur au sol, par contre de faire des encadrements de portes de couleurs différentes, des interrupteurs de couleurs contrastées pour pouvoir trouver la lumière plus facilement. Vous voyez là par exemple, c'est carrément pas adapté, puisque tout est de la même couleur, en fait les portes et tout ce qui suit, on aurait du mal à trouver la sortie. Tout ce qui est troubles de la déglutition, avec la maladie d'Alzheimer, il peut y avoir des troubles de la déglutition, donc là c'est pareil, on va donner des conseils sur adapter l'alimentation. Le fait de, à un moment, manger avec ses doigts. Très rapidement, la personne va finir par oublier comment se servir des couverts. Il y a un moment où on pourra la guider, et puis il y a un moment où ce sera plus possible. Par contre, ce qu'elle va garder le plus longtemps, c'est le fait de manger avec les doigts. Donc l'autoriser à manger avec les doigts, parce qu'effectivement, c'est ce qui va permettre de maintenir une alimentation le plus longtemps possible. Tout ce qui est organisation de la vie quotidienne, voilà, Jenny, le matin, elle est en retard parce qu'elle ne sait plus quels vêtements elle doit mettre, elle ne sait plus dans quel ordre elle doit mettre ses vêtements, et encore une fois, on va avoir des conseils pratiques. Comment est-ce qu'on peut aider Jenny? La question des activités, elle ne peut plus jouer aux jeux auxquels elle jouait avant. Il y a un moment où on va pouvoir la solliciter pour essayer de lui rappeler les règles, mais il y a un moment où ça ne servira plus à rien, parce qu'elle ne sera pas en capacité de mémoriser de nouvelles informations. Par contre, si elle ne peut plus jouer, elle peut faire d'autres choses. Elle aime feuilleter ses magazines, elle aime écouter de la musique, il y a d'autres choses qu'elle peut faire. La question de la communication, alors c'est vrai que dans les établissements dans lesquels vous travaillez, on a l'habitude de travailler sur tout ce qui est communication non verbale. Là, la particularité, c'est qu'on a des gens qui auront été en capacité d'exprimer des choses et qui ne le seront plus. Donc on est vraiment sur une question de changement, de modification. Et donc du coup, même une personne qui était capable de verbaliser, il faudra avoir une attention sur la communication. Le fait de parler avec Jenny de son diagnostic, alors pourquoi c'est important? On voit dans le livret que Jenny, elle se rend compte qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Et elle pleure en disant « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Donc c'est toute la question de pouvoir la rassurer sur le fait que oui, c'est vrai, elle a des difficultés, c'est parce qu'elle est malade, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est pas parce qu'elle fait mal, c'est parce qu'elle a une maladie et on est là pour l'aider, pour l'accompagner. Et forcément, alors encore une fois, je ne vais pas le détailler maintenant, mais l'information, elle va être adaptée forcément à chaque personne. Dire à une personne, tu as la maladie d'Alzheimer, ça peut ne juste rien vouloir dire, ou ça peut être totalement terrifiant. Donc forcément, on va essayer à chaque fois de cerner ce que Jenny est capable de comprendre. Qu'est-ce qu'elle comprend du passé, du présent, du futur? Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir? Et de quelle façon on va pouvoir adapter l'information pour accompagner Jenny? Le fait de parler de la démence avec les amis, alors je vais y revenir par la suite, mais voilà, expliquer à Georges qu'effectivement, si Jenny, le comportement de Jenny change, c'est pas parce qu'elle l'aime plus, c'est pas parce qu'elle est fâchée contre lui, c'est parce qu'elle est malade, et qu'on va pouvoir accompagner Jenny dans sa maladie. Jenny oublie des choses, mais c'est pas parce qu'on oublie des choses qu'on est malade. Parce que ça aussi, c'est pas parce qu'on va perdre des choses qu'on a forcément la maladie d'Alzheimer. Ça, je vais y revenir plus largement. Alors, le retour d'expérience sur ce qu'on a fait. Alors, déjà, bien préciser, quand on a expérimenté le journal dans les établissements, c'était pas du tout une formation. C'était pas, on a trouvé la solution, c'est le journal de Jenny, tenez, approprié, non, pas du tout ça. C'était de dire, il y a cette question qui émerge, il y a vraiment un enjeu sur comment accompagner les personnes. Cet outil-là nous paraît chouette, on vient vous le présenter, maintenant il est perfectible. Vous avez probablement des idées, vous avez probablement des choses à apporter. C'est une base pour construire ensemble. Et construire ensemble, c'était autant avec les professionnels que les familles, que les résidents. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que le journal n'était pas forcément suffisant en soi. Il a fallu avoir recours à d'autres supports. Par exemple, ça ne correspond pas du tout aux stades les plus avancés de la maladie, ni aux questions de fin de vie. Ça se termine un peu en happy end. Le journal de Jenny, c'est Jenny et Georges sont toujours amoureux. Bon, voilà. En vrai, Jenny va oublier Georges, et puis il va y avoir des stades beaucoup moins sympas qui ne sont pas abordés dans le journal. Donc du coup, on a cherché d'autres outils. Vous aurez les références. Je pense que les PowerPoint vont être distribués, donc vous pourrez les retrouver. Alors c'est en américain, celui-là on ne l'a pas traduit parce qu'il fait 70 pages et il est assez costaud à traduire, mais bon voilà, pour les anglophiles, il y a le guide pratique maladie d'Alzheimer et syndrome de Down, la vidéo accompagnée des règles, c'est une vidéo qui dure 3-4 minutes, que là par contre vous pouvez la télécharger directement sur internet. Et puis il y a un MOOC, c'est un cours en ligne en fait, que j'avais suivi, qui est donné par le professeur Bellemin de la Sorbonne. C'est gratuit.
C'est assez pratique parce que du coup, on peut y bosser de chez soi quand on a le temps, et c'est voilà, tout ce que vous avez voulu savoir sur la maladie d'Alzheimer sans avoir pu le demander. Les retours au niveau des professionnels, voilà, quand on a évalué l'action sur le journal de Jenny, la crainte la plus forte, c'est vraiment de ne pas bien faire, de ne pas savoir accompagner les gens correctement, voire même de faire mal, c'est-à-dire dire, voilà, finalement, ces troubles-là, on n'a pas l'habitude d'accompagner des gens qui ont ces maladies-là, on n'a pas l'habitude, on essaye de faire, mais qu'est-ce qui nous dit que finalement, on fait bien ? Si ça se trouve, ce qu'on fait, c'est encore pire. Ça rend les gens encore plus malades, ça accélère le processus de maladie, et ça, c'est vraiment une peur extrêmement forte. C'est renforcé par le fait qu'il y a une errance diagnostique. Il y a énormément de difficultés à diagnostiquer une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée chez des personnes en situation de handicap, parce que les outils diagnostiques ne sont absolument pas adaptés. Encore il y a 15 jours, j'ai eu la situation d'un monsieur handicapé mental qui s'est retrouvé face à un neurologue qui lui a demandé le nom du président de la République, la date, de dessiner une pendule en indiquant l'heure. Bon, voilà, c'est absolument pas adapté, maladie d'Alzheimer ou pas, ce monsieur n'était pas en capacité de répondre. Et les professionnels de santé, le neurologue disait lui-même, je vois bien que c'est pas du tout adapté ce que je suis en train de faire, mais j'ai pas d'autres outils. Tout ce qui est imagerie cérébrale, scanner, IRM et tout ce qui suit, vous le savez, pour des personnes qui ont un handicap mental, ça peut être extrêmement compliqué, voire totalement impossible, parce que c'est vachement impressionnant. Il faut rester dans une machine avec un casque, ça fait du bruit et tout ce qui suit, donc ça fait peur. Du coup, c'est extrêmement compliqué d'aboutir à un diagnostic. Ce qu'on voit actuellement, ce que font les professionnels qui ont été confrontés à ces expériences de consultation qui n'aboutissent pas, parce que face à un professionnel qui ne connaît pas le handicap, des tests diagnostiques qui, encore une fois, ne sont pas adaptés. Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mettent en place des grilles, et ça, je vous y encourage fortement, on parlait de prévention tout à l'heure avec le docteur Ibanez, des grilles d'observation, c'est-à-dire qu'ils notent. Parce qu'en fait, les troubles qu'ils vont observer chez les personnes sont clairement des troubles qui relèvent de démence, de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. C'est des gens qui vont se mettre à poser la même question 50 fois par jour, qui vont avoir des inversions des rythmes jour et nuit, qui vont plus retrouver les toilettes, qui vont plus retrouver leur chambre. Et c'est vrai, je pense à une situation comme ça d'une professionnelle qui me disait on a accompagné une dame, et pareil, le neurologue, quand on lui a dit elle ne trouve plus sa chambre, il nous a dit oui, mais bon, en même temps, elle est handicapée. Il dit oui, mais ça fait 20 ans qu'elle l'a retrouvée, sa chambre, et là, elle ne la retrouve plus. Il se passe quelque chose. Très souvent, les observations, c'est la personne a changé, elle n'est plus la même. Mais ça, forcément, si vous êtes face à un neurologue et vous dites la personne elle a changé, elle n'est plus la même, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment pouvoir apporter des éléments factuels. Dire, voilà, on a fait telle observation, tel jour, il s'est passé ça, et c'est ce qui va permettre de préparer la consultation. Parce que forcément, quand il n'y a pas de diagnostic, du coup, les professionnels sont encore plus perdus en disant, mais finalement, cette personne, qu'est-ce qu'elle a, comment on doit l'accompagner ? Accompagner des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ça renvoie aussi à toutes les limites selon les établissements. Par exemple, je prends le cas, on avait un foyer de vie, des personnes qui vivent en foyer de vie, les activités, les gens vivent, si vous voulez, dans des petites maisons, mais les activités ont lieu dans un autre bâtiment, les repas ont lieu dans un réfectoire à part, et il n'y a personne dans les maisons la journée. Ce qui fait que les personnes qui ne sont plus en capacité ou qui, un jour, ne seront pas bien, ne supporteront pas le bruit et la stimulation, qui ont besoin de rester au calme, elles ne peuvent pas. Parce qu'il faudrait toute une réorganisation qui permettrait d'avoir des professionnels qui restent dans la maison pour les personnes qui ont besoin de rester au calme. Alors que d'autres établissements, tout se passe dans les mêmes locaux, et du coup, les gens peuvent rester dans leur chambre s'ils en ont besoin, ou aller dans un petit salon si elles en ont besoin. De la même façon, il y a des établissements qui ont des jardins sécurisés, voire carrément des parcs. Ça permet aux gens de déambuler en toute sécurité. D'autres n'en ont pas. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on verrouille ? On va verrouiller la porte d'entrée, du coup on va priver les autres résidents de leur liberté d'aller et venir, mais en même temps on a une personne qui risque de sortir et de se perdre. Ce qu'on a pu voir, c'est avec le journal, mais voilà, vous pourrez le découvrir, c'est des mises en œuvre quasi immédiates. Il y a un établissement, par exemple, il y avait une stagiaire infirmière qui a dit voilà, moi j'ai une dame, je vais l'appeler Laure, j'ai fait le journal de Laure, parce qu'en fait je me suis rendu compte que Laure, quand on lui parlait, elle répondait pas plus. On essayait de montrer des dessins, des images, des trucs, ça marchait pas trop. Et puis en fait, avec le journal de Jenny, on s'est dit tiens, on va essayer la photo. Et du coup, ils ont pris des photos de Laure, et elle réagit beaucoup mieux aux photos. C'est par exemple le matin, elle voulait plus aller déjeuner. On a pris une photo d'elle une fois en train de prendre son petit déjeuner, et maintenant le matin, on lui montre la photo d'elle en train de déjeuner. Elle va dans la salle pour déjeuner.
Ça fonctionne mieux pour le moment avec les photographies. Et puis également, il y a un groupe où on a travaillé aussi avec des professionnels d'unités de vie Alzheimer en EHPAD qui ont pu nous donner de très bons conseils, notamment par rapport à l'alimentation, le développement de ce qu'on appelle le finger food, le manger main, une alimentation spéciale pour les personnes qui ont des problèmes de déglutition, et qui se sont également inspirés du journal de Jenny pour mettre en œuvre certaines adaptations dans les unités de vie pour les malades Alzheimer, qui ne sont pas forcément des gens qui avaient un handicap avant. Pour les familles, alors déjà quand on parle de maladie d'Alzheimer, c'est souvent des gens âgés, ça renvoie une peur pour soi. La maladie d'Alzheimer, ça fait peur. Et le fait que son enfant puisse avoir la maladie d'Alzheimer, non seulement ça fait peur, mais c'est pas normal. Ça va pas dans le cycle logique. D'abord, comme je disais tout à l'heure, on a du mal à penser handicap et maladie d'Alzheimer en même temps. Et là, en plus, la maladie d'Alzheimer, ça arrive aux plus âgés. C'est pas logique que mon enfant ait la maladie d'Alzheimer avant moi. D'accord ? Donc, voilà, qui plus est, c'est un enfant qui, quand il est né, très souvent, on a annoncé aux familles qu'il mourrait jeune. Hein, les personnes handicapées qui sont nées il y a 50-60 ans, on a annoncé à leurs parents qu'elles allaient mourir jeunes. Elles ont été confrontées au vieillissement, elles ont été confrontées à la recherche d'un établissement, et puis maintenant, elles sont confrontées au fait qu'il y aura peut-être une maladie d'Alzheimer. Cela dit, voilà, au début, c'était un peu tendu, et puis le fait d'en parler, ça les rassurait, en fait, de savoir que les professionnels se forment et qu'ils ils vont adapter leur accompagnement pour ces personnes. Je passe rapidement aux résidents. C'est important de le souligner, il y a un groupe dans un établissement, quand on avait fait le groupe avec les familles et qu'on a dit qu'on allait faire des groupes avec des résidents, il y a une maman qui avait réagi assez violemment en disant « Comment ça, vous allez parler de maladie d'Alzheimer à nos enfants, vous allez les perturber ?» Déjà qu'ils sont handicapés, en plus, maintenant, vous allez leur parler de maladie. Et on avait répondu « Non, on ne va pas les confronter à la maladie d'Alzheimer, ils le sont déjà. On va mettre des mots dessus et on va en parler. » Et c'est vraiment quelque chose qu'on a pu vérifier quand on faisait les groupes avec les résidents. Très souvent, quand je disais, voilà, je viens vous parler de la maladie d'Alzheimer, ils disaient, ah oui, c'est dans la tête. Donc, oui, c'est dans le cerveau, on en parlait. Forcément, c'était adapté, je ne vais pas le détailler. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Très souvent, ils avaient eu des cas dans leur entourage. Souvent dans leur entourage familial, souvent un de leurs parents ou un oncle ou une tante. Et très souvent, le fait d'avoir eu un parent, par exemple, atteint de la maladie d'Alzheimer, ils étaient persuadés qu'ils allaient l'avoir aussi. Donc le fait de pouvoir expliquer que non, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de contagion de maladie d'Alzheimer, ça les rassurait énormément. Et puis ce sur quoi il faut insister, c'est que très souvent, il y a eu des situations de gens atteints par cette maladie dans leur foyer, dans leur unité de vie. Donc de fait, ils ont été confrontés à cette question-là. Et je pense à un monsieur, je n'ai pas forcément suivi la diapo, je pense à un monsieur ils avaient une dame qui avait la maladie d'Alzheimer dans l'unité de vie, et il me disait qu'il était fâché parce qu'il retrouvait souvent cette dame dans sa chambre, voire dans son lit. Et il ne comprenait pas, il ne savait pas qu'elle avait une maladie d'Alzheimer. Et c'était quelqu'un avec qui c'était toujours bien entendu. Et pour lui, elle le faisait exprès pour l'embêter. Et il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un avec qui je me suis toujours bien entendu, du jour au lendemain, a envie de m'enquiquiner et vient squatter ma chambre et en plus mon lit. Et du coup, on a parlé de Jenny, on a montré les images de Jenny, et à la fin, je lui ai redemandé, je dis, monsieur, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez ? Il a dit, peut-être qu'elle ne retrouve plus sa chambre. Il a dit, oui, effectivement, peut-être que comme elle est malade, elle ne retrouve plus sa chambre, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je vais la raccompagner dans sa chambre. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose entre quelqu'un que je connais, que j'apprécie, tout à coup, se rappelle plus mon nom, devient agressif, on l'a dit tout à l'heure, peut devenir agressif, va avoir des troubles que je ne comprends pas. Et forcément, c'est très différent de se dire, c'est une personne que je connais qui est malade et je vais pouvoir l'accompagner, je vais pouvoir l'aider. Et on prenait également du temps, et je vais finir là-dessus, on prenait du temps à chaque fois aussi avec les résidents pour convenir que oui, c'est pénible de vivre avec des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Parce qu'eux, ils y sont confrontés H24, jour et nuit, pendant souvent des mois, voire plusieurs années. Il y a un établissement dans lequel je vais, ils sont à la 7e situation consécutive. Donc ça veut dire que ça fait déjà au moins 3 ou 4 ans qu'ils ont des personnes atteintes de cette maladie en permanence. Donc des gens qui répètent tout le temps la même chose, des gens qui crient, des gens qui réveillent tout le monde la nuit, et les résidents, ils le vivent. Et très souvent, quand ils s'énervent, on va dire « enfin, sois gentil. Elle est malade, il faut être gentil. » Dans les dispositifs de droit au répit pour les aidants familiaux de malades Alzheimer, jamais on ira dire au conjoint d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, quand elle fait part de sa fatigue, oui, mais il faut être gentil parce que quand même votre mari est malade. Alors que dans les établissements, c'est vrai que souvent on va avoir cette tendance à dire mais il faut être gentil, écoute, il est malade.
Donc là, on prenait un temps, alors pas pour dire oui, vous avez raison, il n'est pas gentil, mais pour expliquer que la personne est malade, que si elle répète 50 fois la même question, c'est parce qu'elle ne se souvient plus qu'elle l'a déjà posée. Et puis aussi un temps sur ok, c'est pénible, on accepte le fait que c'est pénible et qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Quand on n'en peut plus, quand on sent qu'on va crier, qu'on va s'énerver, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut s'éloigner ou ce genre de choses?